Salut à tous et bienvenue sur Adrix Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une partie de Deep Madness, le jeu d'horreur et de science-fiction conçu par Roger Ho et illustré par Cheng Yuan. Il est distribué en français par Legend Distribution et édité chez Dimension Games et Jellycube. Ce qui caractérise Deep Madness sont 3 points essentiels. Le premier point, c'est que c'est un jeu 2D. Et il est souvent comparé à Zombicide à cause de ça. Le deuxième point, c'est que c'est un jeu de figurines. Il est comparé à Zombicide, à Cthulhu Death May Die et à d'autres jeux de ce type pour cette raison. Le troisième point, et là c'est un caractère qui lui est propre, c'est un jeu qui est fait pour les gens qui veulent prendre le temps de jouer. En effet, on va voir que de par ses mécaniques originales, et de par la densité de chaque tour de jeu, il est nécessaire de prendre son temps pour jouer, pour profiter pleinement du jeu. Sinon, on en oublie la moitié, on fait des misplays et on s'amuse beaucoup moins, je pense. Ce caractère qui peut rebuter certains joueurs amène tous ceux qui vont adhérer à une immersion assez forte dans la partie, je trouve. En tout cas, c'est mon sentiment après 3 parties. Du coup, quel impact cela va avoir sur la partie filmée que je vous propose à partir d'aujourd'hui? Dans la mesure où déjà les mécaniques reposent sur un ensemble de matériel propre au jeu, mais plus largement sur un matériel assez riche, je vais prendre le temps dans un premier épisode de procéder avec vous à une installation complète. Alors je vais évidemment raccourcir certaines étapes, mais grosso modo, je prendrai le temps d'illustrer chaque étape par une ou deux scènes de la première vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai le fluff du jeu afin que vous ayez connaissance de l'environnement dans lequel on s'aventure, dans lequel on va jouer, pour commencer à rentrer dans l'ambiance. Enfin, toujours dans cette première vidéo, je vous présenterai les personnages. Alors ça va assez vite parce que les personnages sont présentés sous la forme de petites cartes format tarot à peu près, et leur fluff est derrière. Ensuite, je procéderai comme j'ai procédé plusieurs fois ces derniers temps pour mes parties filmées. Je filmerai un tour de jeu par épisode. Ça se justifie pleinement et ça s'adapte pleinement à ce jeu, puisque comme je vous le disais en introduction, ce jeu comporte vraiment des tours denses, dans lesquels il y a énormément de choses à faire. Déjà, il va falloir gérer tous les personnages, ensuite les monstres, les événements, les tuiles, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on fera vraiment un tour de jeu par épisode, ce qui va constituer, je pense, une dizaine d'épisodes d'une demi-heure. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est un jeu pour lequel il faut prendre du temps. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc là, vraiment, ceux qui sont pressés ou qui ont très peu de temps devant eux pour visionner une partie complète, vous avez deux options, soit de passer votre chemin parce que vous savez que le jeu va pas du tout correspondre à vos attentes, soit butiner dans les différents chapitres que je vous proposerai. Eh bien, il est désormais temps d'aller chercher une tasse de café et de se lancer dans l'installation. C'est parti. Peut-être que Deep Madness est un jeu à scénario, à chapitre, et donc il faut commencer par sélectionner son chapitre. Pour les besoins de cette vidéo, et aussi parce que je suis débutant à ce jeu, nous allons aller directement au chapitre 1, intitulé L'asphyxie rampante, dans le recueil des scénarios. Pour chaque scénario, on a le plan du plateau de jeu, constitué de tuiles, on va y revenir, des jetons à installer sur les tuiles, un ensemble de cartes, une piste de corruption qu'il va falloir assembler, ce qu'on va voir également ensemble,
Et ensuite, quelques règles spéciales donnant notamment accès à des actions particulières à ce scénario dont il faudra prendre connaissance. On aura ensuite les conditions de victoire propres au scénario, ainsi qu'un texte correspondant à la victoire. Donc nous démarrons par, je vais regarder par quoi il démarre, on va le faire dans l'ordre préconisé par le livre, voilà, mise en place. Donc on a choisi notre chapitre, nous c'est l'asphyxie rampante, donc eh bien, c'est l'étape A, l'installation du plateau de jeu. Dans le scénario, on a donc le plan des tuiles et la liste des cartes de salle et de corruption. La liste des cartes de salle et de corruption correspond à la liste des tuiles. Donc il suffit de rassembler toutes les tuiles dont le numéro est présenté dans ce chapitre-là pour disposer de tous les éléments nécessaires à la mise en place du scénario. Donc là, dans le cas présent, on a besoin des tuiles. Ben, je vais les sortir en même temps. Alors, je les ai déjà préparées en tas. On a besoin des tuiles. Alors, de grande taille d'abord. Ce sont en général les tuiles numérotées avec des petits numéros. On a besoin des tuiles carrées de numéro 1, 2 et 4. Chaque tuile est recto verso. Il y a une tuile qui présente un environnement standard, on va dire, enfin en bon état, et une tuile, une face qui correspond à un environnement corrompu. Ça, on reviendra dessus, donc tout pourri avec des maculés de sang, de chair, de dégâts et d'autres réjouissances du même type. Donc on a 3 tuiles de grande taille et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuiles rectangulaires, pareil, imprimées sur les deux faces. Une tuile normale, une tuile corrompue. Ensuite, il suffit de regarder l'emplacement de la tuile en fonction de son numéro sur le plan. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour la mise en place des jetons. Par ailleurs, sur le plan, on va faire attention si la tuile est installée dès le début de la partie sur sa face normale ou sur sa face corrompue. C'est indispensable. Enfin, dernier point à vérifier, c'est l'orientation de la tuile. Le plan va nous dire à quel endroit se situe. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Par exemple, sur la tuile du bas, à quel endroit se situent les portes. Comment elles sont reliées aux tuiles adjacentes. Donc voilà, justement par des portes. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte pour bien orienter les différentes tuiles pour que les portes soient reliées les unes aux autres. Donc j'installe le plateau, je vous retrouve tout de suite après. Voilà notre plateau assemblé. Donc après, on vérifie si les portes sont bien orientées. Par exemple, sur la 17, on a bien 2 portes en haut, là, et une à droite. On a bien les 3 portes de la 20 situées en haut, côté corrompu, etc., etc. Bien. Ça, c'était la première étape. Donc, deuxième étape, on prépare les cartes de salle et les cartes corrompues. Donc, on prend ce paquet de cartes qui correspond aux salles. Donc, on a un numéro de salle et son visuel à chaque fois. Et on va simplement les répartir en 2 decks. Un deck de salle en bon état et un deck de salle corrompu. La 28 n'est pas corrompue, on va la mettre face cachée. La 17 n'est pas corrompue, on va la mettre face cachée. La 20 est corrompue, on va la laisser face visible. La 22 n'est pas corrompue, la 21 non plus. La 8 est corrompue. La 1 est corrompue. La 2 est corrompue. La 10 n'est pas corrompue, donc face cachée. La 4 n'est pas corrompue, face cachée. La 15 et la 12 sont corrompues. On va avoir 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc les tuiles corrompues, on les mélange pour former le deck tuiles corrompues. On va les mettre sur le côté là-bas. Voilà. Pour ce premier deck. Les tuiles, les cartes de salle, on va les laisser face cachée, on les mélange. Et elles vont constituer le deck des salles. Non corrompues au début de la partie. Étape suivante, on va installer la piste de corruption. Alors la piste de corruption est une espèce de règle comme ça, qui va nous donner le rythme des tours de jeu et des événements. Donc ce sont des petites tuiles en forme de puzzle qui s'assemblent les unes aux autres selon le scénario, qui nous dit quelle tuile assembler avec telle autre. Voilà, le jeton central peut se retourner, donc on peut totalement customiser cette règle. Et une fois qu'on a assemblé le jeton central ainsi que la tuile en elle-même, on peut la connecter à la tuile bleue qui forme le point de départ, aux autres tuiles. Donc là, j'avais déjà rassemblé les tuiles nécessaires. Une fois qu'on a connecté toutes les tuiles ensemble, ça forme une piste de corruption. Il manque une tuile. Non. Piste de corruption qui va représenter en fait l'enchaînement des tours de la partie et de grands événements intervenant à chaque tour. Alors, je vais y arriver. Donc, il y a deux types d'événements sur cette piste. Soit voilà, le cercle noir avec un symbole rouge dedans qui correspond à une phase de corruption en tant que telle. Donc là, on va voir que lors de cette phase, c'est le plateau de jeu qui change au fur et à mesure que la corruption s'étend de salle en salle. Et on a d'autres pions qui apparaissent aussi à intervalles réguliers là pour ce scénario et qui sont des pions de péril et donc qui vont envoyer à des étapes particulières liées au scénario et précisées dans le recueil de scénario. Donc on va démarrer tout à fait à gauche, puis à chaque tour on avancera notre pion repère d'une case. Une fois que le pion atteint la dernière case à droite, la partie est terminée. Si on a atteint les objectifs de la partie avant la fin de ce tour, eh bien, on gagne, sinon on perd. Autre information importante sur cette piste de corruption, hormis les événements de corruption, il y a des chiffres en haut à gauche qui correspondent à l'apparition de monstres. Donc, lors de ce premier tour, on va non seulement effectuer une phase de corruption du plateau de jeu et des salles, mais également la génération de 3 monstres. On va dire ça. Je vais y revenir sur la génération des monstres un petit peu plus tard. Donc ça, c'est fait, la piste de corruption. Alors dessus, on va mettre le petit jeton de corruption hein, qui va être avancé à chaque tour, à chaque début de tour. Ensuite, on va procéder au choix des investigateurs. Alors, voilà, c'est comme on veut. Le jeu de base propose 6 investigateurs. C'est ça. Donc moi, je vais les choisir au hasard. Et puis voilà. Alors, on a la possibilité, comme c'est un jeu full coop, de jouer à 4 investigateurs, 5 ou 6. Pour cette partie filmée, je vais jouer à 4 investigateurs. Donc 1, 2, 3, 4. Les deux autres ne seront pas utilisés. Alors on voit, c'est Roman Asimov et Samuel Smith qui ne seront pas utilisés. Je les remets dans la boîte. Et donc on a Felicia Armitage, Randy Carter, Arthur Wayland et
Jared Drake pour cette partie. Avec ces cartes, et à ces cartes correspondent des petites cartes qui rappellent le nom de chaque aventurier, de chaque investigateur, si on reprend le vocabulaire Lovecraftien. Donc on va enlever Roman Asimov et Samuel Smith. On va garder les 4 autres. Et comme on joue à 4 investigateurs, on va ajouter 2 cartes anonymes qui ne comportent pas le visuel d'aventurier, ce qui vont nous servir à donner le turn order des joueurs. Donc ça, je vais les garder de côté. Les 2 autres cartes non utilisées retournent également dans la boîte. Ensuite, bon, ça on va y revenir. Pour chaque investigateur, on va avoir un compteur d'oxygène. Vous verrez pourquoi quand on aura pris connaissance de la thématique et du contexte dans lequel on va évoluer en jouant. Donc un compteur d'oxygène par joueur, il y en a 4. Voilà. Ça, c'était pour les investigateurs. Ensuite, on va procéder au choix des monstres. Alors, le choix des monstres, on peut procéder de la même façon. Alors, les monstres sont présentés également sur des cartes type tarot, mais au lieu d'être horizontales, comme pour les investigateurs, ils sont présentés de manière verticale. Alors, pour ce premier chapitre, on va écarter tous les monstres dont les cartes ont 2 faces. Voilà, 2 faces informatives. Donc je vais enlever ça, 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 et je vais garder tout le reste. Alors ça, je crois que ouais, ça c'est un peu particulier, on va laisser de côté. Et on va tirer au sort 6 monstres parmi tout cela. Alors on peut aussi les choisir, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Mettez de côté les cartes, les cartes monstres épiques. Mélanger les cartes normales restantes et en poser 6. Piochez-en 6 et disposez les faces visibles. Voilà, c'est au hasard. Donc j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les autres ne sont pas utilisées. Donc dans cette partie, on va utiliser 6 monstres différents. Donc on a 4 personnages plus 2 slots anonymes et 6 monstres différents. On va voir que tout ça va venir s'organiser très logiquement. Tous les autres monstres seront écartés du jeu. On ne va pas s'en servir. Je les remets dans la boîte. Une fois que j'ai choisi mes investigateurs et que j'ai pioché au hasard les monstres, on va installer ce qui va nous servir à gérer le turn order. Donc, ce qui va constituer un tableau de cartes. Et ce qui représente en même temps un des éléments originaux de ce jeu. Donc comment on fait? Eh bien, je prends les 6 monstres qu'on a piochés. Alors, il faut se faire un peu de place. C'est un jeu qui non seulement est long, mais en plus demande de la place. Donc, je prends les cartes de monstres et je les révèle une par une. Et je les pose les unes à côté des autres. Donc, en premier, on a les monstres de type délire. Donc, c'est pareil, on verra dans le détail de quoi est constitué le monstre. Les monstres agonie. Le monstre démence intérieure. Alors, les illustrations sont vraiment très belles. Je vous les montrerai aussi au fur et à mesure de la partie. Vous puissiez en profiter. Les amblyopes. Les putrides. Et enfin, le bathophobie. Voilà. Cela dit, non, on va pas jouer avec le bathophobie. Alors là, je vais faire une exception parce que j'ai envie de vous en montrer un que j'adore et qui s'appelle la substance. Alors, je vais pas prendre la substance en version épique, mais je vais la prendre en version normale puisqu'on ne met pas de version épique. Alors la substance, c'est celui-là et le fonctionnement est assez particulier, donc je vais vous le présenter. Et puis, je sais pas, j'aime bien ce monstre. Donc j'ai envie de jouer avec, en fait. Donc là, je fais une petite entorse
à la pioche, mais de toute manière, c'est un monstre ultra puissant, vous allez voir, et qui nous en fait baver de toute manière. Mais je dirais c'est un peu la règle générale de ce jeu, c'est que tout ce qui est adversité nous en fait franchement baver des ronds de chapeau. Donc vous ne serez pas dépaysé, il n'y a pas de problème. Ensuite, au-dessus de ce tableau de monstres, je vais installer les petites cartes de personnages sans les regarder. Donc je vais les mélanger. Donc là, vous avez les 2 cartes anonymes et les 4 cartes de personnages joueurs. On va mixer, voilà. Et on les dispose de gauche à droite. Donc là, c'est une carte anonyme, encore une carte anonyme. Ensuite, c'est Randy Carter. Ensuite, c'est Jared Drake. Ensuite, Arthur Wayland. Et enfin, Felicia Armitage. Chacun ayant été installé face à un monstre. Donc, monstre qui, pour ce tour-là, lui correspondra en plus dans certaines situations. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, au premier tour, on va avancer le pion sur l'échelle de corruption, qui s'appelle la piste de corruption d'ailleurs. On va appliquer les événements qui sont là, donc ça, on verra ça pendant le premier tour. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on appliquera le tour défini par ce tableau, à savoir que commencera à jouer le personnage indiqué ici, puis le monstre en dessous, puis le personnage indiqué en haut à droite, puis le monstre en dessous, puis le personnage, puis le monstre, puis le personnage, puis le monstre, puis le personnage, puis le monstre, puis le personnage, puis le monstre. Dans cet ordre-là, toujours de gauche à droite, et ce jusqu'à la fin du tour. Pour suivre cette logique, on utilisera ce jeton qui nous indiquera à qui le tour de jouer. Puisqu'on parle des cartes, on va terminer sur ces éléments-là. Alors, il y en a encore quelques-unes. Ne vous emballez pas, il y a encore pas mal de cartes. Donc, on a déjà les cartes démence qui vont correspondre à des états que vont gagner les investigateurs. Donc, on a les cartes démence qui sont des événements plutôt, enfin des états plutôt négatifs. Des cartes conscience qui sont des éléments plutôt positifs. Alors tout ça sont des éléments plutôt liés à la psychologie du personnage. Nous avons des cartes fouilles. Alors les cartes fouilles ont ce dos-là, c'est une espèce d'armoire forte. Il faut savoir qu'en fait, selon le personnage, au début de la partie, certains d'entre eux ont une carte fouille. Par exemple, Felicia Armitage a le scalpel. On va lui mettre de côté tout de suite. Et puis après, il faudra que je regarde parce que je ne connais pas par cœur les autres personnages. Je ne sais plus trop même. Bon, on va le voir tout de suite. Voilà, lui, Jared Drake a un pistolet. On va lui donner aussi. Pistolet, alors il y en a toute une tripotée. Voilà, il a un pistolet comme ça. Donc Felicia Armitage, ça y est. Randy Carter a la lampe torche. Alors, ce sont des objets futuristes, hein, voilà, la lampe torche, c'est pas une lampe dont on a l'habitude d'utiliser. Et enfin, Arthur Wayland, lui, n'a rien. Il n'a rien du tout pour le début de partie. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on a donné les cartes fouilles, on va jouer avec une variante proposée pour les joueurs débutants, à savoir donner à chaque personnage joueur une seringue de différents types avec différentes capacités. Piocher parmi 6 seringues. Et donc on en donne une à chaque personnage. Donc voilà, là je vais en donner. On va disposer les persos. Voilà, on va les disposer comme ça. Je le fais en même temps. Le scalpel, la lampe torche et le pistolet ici pour Jared. Ensuite, les compteurs d'oxygène qui vont être positionnés sur 6 d'ailleurs au début pour tout le monde.
Voilà. Et enfin, les seringues en complément, parce qu'on joue en mode facile, entre guillemets. Mais vous allez voir que déjà le mode facile, et il fait penser à tout sauf à un mode facile. Hein. C'est un jeu extrêmement difficile. En plus d'être difficile, long, encombrant, il est extrêmement difficile. Mais bon, ça n'empêche que je commence déjà à adorer ce jeu. Les 2 cartes restantes, puisqu'il y en a 6, on va les mélanger au paquet de fouilles. Voilà. Alors ça, c'est une variante que je fais moi, c'est-à-dire que normalement, elles sont écartées du jeu, mais le jeu est tellement dur que je les mets dedans. Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui font ça. Hein. Parce que ça donne 2 cartes de loot en plus, et ça mange pas de pain, ça nous permet d'avancer un peu plus. Voilà. Donc là, on a nos paquets de cartes. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste encore un paquet de cartes qui correspond... Enfin, qui va servir à générer les monstres. C'est-à-dire que là, on va avoir un paquet et qu'à chaque fois qu'on aura besoin de générer un monstre, eh bien, on piochera une carte. Sur cette carte, on aura le type de monstre, son visuel, et puis des cercles en bas avec un numéro. Le cercle correspondant à une salle. Donc, on piochera une carte de salle dans une des 2 pioches et un nombre de monstres par salle. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on doit piocher une première salle dans laquelle apparaît un premier monstre délire. Ensuite, on pioche une deuxième carte salle dans laquelle apparaît un deuxième monstre délire. Voilà, ça marche comme ça. On a un tas assez épais de monstres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier ces cartes en fonction des monstres qui constituent notre tableau de monstres pour cette partie. Donc, on va écarter les autres. Alors ça, je vais le faire en dehors de la caméra. Pour revenir plus vite vers tous les monstres correspondant à notre tableau de monstres. Donc on a environ 4 cartes par type de monstre, sauf peut-être certains, genre les gros monstres, démences, substances qui ont peut-être un peu moins de cartes. Mais en général, c'est entre 3 et 4 cartes par type de monstre. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on les mélange. Voilà. Et ça va constituer la pioche de monstre. Tout simplement, je vais le mettre à côté des salles, là. Et le reste ne sera pas utilisé pour cette partie. Choix des investigateurs, ensuite, c'est fait. Choix des monstres, c'est fait. Carte génération de monstres, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va passer à la préparation des jetons qu'on va utiliser. Alors, dans ce jeu, il y a énormément de jetons. Pour commencer, on a des jetons portes. Voilà, sur des petits socles qui servent à indiquer les portes verrouillées. Il faut savoir qu'à ce jeu, on considère que les portes sont fermées automatiquement, même si là, on les voit ouvertes. On les considère fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a des états différents d'un lieu à l'autre. Mais on va le voir tout de suite en installant les jetons. Alors, il y a beaucoup de jetons dans ce jeu. Hein. Donc moi, du coup, j'ai acheté une mallette un peu exprès, enfin même exprès, hein, pour poser tous les jetons. Au niveau de l'installation, on va utiliser dans un premier temps les jetons. Alors, il y en a un nombre limité pour le premier scénar. Alors, voilà. Pour le premier scénario, on a des jetons mûrs qu'on va utiliser pour configurer le plateau. Donc là, sur le plan, on voit que les jetons mûrs sont indiqués par un W, un wall. Et donc, on doit les placer en haut. En haut à gauche de la tuile numéro 1. En bas à droite, horizontalement, et en bas à droite, verticalement. Voilà. Alors après, on peut compléter en mettant des murs sur les portes qui mènent nulle part, hein, où il n'y aura pas de... Voilà, mais c'est pas obligatoire. On peut le faire, mais c'est pas du tout une obligation. On considère que ces portes soit mènent vers l'extérieur du lieu,
soit nulle part. Donc après, ça c'est à vous de voir. Donc ça, c'était pour les premiers jetons. Ensuite, on a les jetons F. Alors on les voit, ils sont un peu partout. Le F correspond à Flooded, qui signifie inondé. Donc sur toutes les salles où on voit apparaître un cercle avec le F à l'intérieur, on va poser un jeton Flooded qui nous indique que la salle est inondée. Donc voilà, par exemple, la salle numéro 4 est totalement inondée et on pose un jeton. Alors on voit en même temps la structure d'une salle. D'ailleurs celle-là je ne l'ai pas mise correctement. Elle doit être placée comme ça. Voilà, les murs là doivent être à droite. Et donc en fait il y a un jeton par secteur alors que cette grande tuile comporte 4 secteurs. On voit ici un secteur est délimité soit par les traits blancs qui délimitent une case, soit par les traits noirs qui symbolisent des murs. Donc je vais faire ça partout où le plan indique la présence de jetons flottants. Tous les jetons inondation sont en place, donc on voit que le plateau est envahi par les eaux. Ce qu'on pourra expliquer tout à l'heure en lisant le scénario. Ensuite, sur le recueil de scénario, on va positionner les jetons génération de montres qui sont symbolisés par un S et donc sont des petits jetons en étoile. Voilà, c'est ce jeton-là, sont des jetons double face, donc ça c'est le symbole de génération de monstres. Et de l'autre côté, alors là c'est un symbole d'aimance, on voit que ça ressemble aux cartes d'aimance. Donc en fait, derrière le symbole de génération de monstres apparaît un symbole de corruption qui renvoie à différents effets. Donc là, c'est démence, mais il peut y avoir différents effets, souvent malucés pour les investigateurs. Donc, ce premier jeton, eh bien, on va le poser comme indiqué là sur la tuile numéro 2 et à cet endroit. Lorsqu'un monstre apparaîtra sur la tuile numéro 2, eh bien on devra le positionner dans ce secteur-là. Voilà. On va en prendre un autre pour l'exemple. Donc je les prends au hasard dans ma boîte là-bas. Là, on en a un sur la tuile numéro 8. Et on voit qu'il est positionné à droite. Donc on va le mettre au même endroit. Cette tuile numéro 8 comporte 2 pièces, séparées ici par un mur et une porte, considérées comme fermées. Et dans le cas où un monstre apparaîtrait, il apparaîtrait bien dans la pièce de droite. Voilà. Donc je vais faire ça partout. On a quand même pas mal de monstres. Alors, je vais le faire avec vous, comme ça vous les situerez en même temps. Donc j'ai un monstre qui peut apparaître dans la salle 15. Un monstre qui peut apparaître en haut de la salle 12. Un monstre qui apparaît là-bas au centre de la salle numéro 1. Et un monstre qui peut apparaître sur la salle 20 qui, soit dit en passant, est la salle de départ. On va placer nos figurines investigateurs dès le début. Ensuite, on passe aux jetons indices. Donc les jetons indices pour cette partie correspondent aux jetons main verte de ce type-là. On peut trouver un indice à cet endroit, donc un endroit inondé avec un point d'apparition de monstre. Un autre indice sur la tuile numéro 1, donc là encore voisin d'un point de génération de monstres. Et enfin, un indice dans une pièce, ici on le voit, c'est une pièce délimitée par des murs, assez glauque d'ailleurs, c'est une espèce de salon mortuaire, où on peut récupérer également un indice, mais où il n'y a pas de point de génération de monstres. Enfin, on va placer un jeton objectif, et on voit que le jeton objectif est une main rouge, située dans la salle 15, sur la case de droite également, à côté d'un point de génération de monstres. Une fois qu'on a fait ça, on est quasiment prêt à démarrer. On va simplement prendre une carte d'aide
qui rappelle le déroulement du tour, les actions des investigateurs que l'on peut potentiellement faire et les éléments, enfin ce qui constitue une attaque. On va prendre tous les dés. Alors, il y a deux types de dés, des dés à 6 faces et un dé à 12 faces, qui renvoie à des actions réalisées par des monstres. Et puis, on va prendre aussi les figurines des investigateurs. D'ailleurs, il va falloir que je les change parce qu'il y en a deux qui ne participent pas à cette partie. Et les investigateurs apparaissent en haut, à gauche du plateau. Et à partir de là, on est prêt à découvrir les premiers éléments d'histoire qui vont gouverner un petit peu notre partie. Oui, puisque j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est toutes les figurines que l'on va utiliser pour la partie, dont j'enlève les protections. Et donc là, on viendra piocher là-dedans en fonction des événements et de quel monstre apparaît. Allez, je vous retrouve tout de suite pour l'introduction au jeu. Bienvenue à Kadat. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la station de forage sous-marine de Kadat, annonce David. Vous jetez un œil par le hublot afin d'observer l'immense métropole qui s'étend dans le fond marin sous une épaisse couverture de lueurs éthérées. Vous vous êtes toujours demandé ce que cela ferait de visiter l'Atlantide, mais vous n'auriez jamais pensé que cela puisse vous sembler si surréaliste. « Allons-y lentement, David, intervient le capitaine Samuel Smith. Pas besoin de se presser. »« À vos ordres, capitaine, répond David. Samuel tapote l'épaule de David, puis tente de nouveau d'établir le contact avec votre destination. Station Kadat, ici le révélation de la corporation Leng. Pareil pour amarrage au dock 1, à vous. Il ne reçoit pas d'autre réponse que des grésillements. Sentant une présence sur votre droite, vous vous tournez vers Randy Carter, qui observe elle aussi le complexe colossal penché vers vous pour mieux y voir. Cet endroit a quelque chose d'inquiétant, vous ne trouvez pas? Demande-t-elle sans parvenir à réprimer un frisson. Je ne vous le fais pas dire, répondez-vous avec un petit rire. Station Kadat, ici le révélation, pareil pour amarrage au dock 1, répète Samuel. Veuillez répondre, à vous. De nouveau la radio grésille. Mais cette fois, une voix à peine audible parvient difficilement à se faire entendre et le capitaine écarquille les yeux de surprise. Ça recommence, Samuel. Une violente secousse vous fait alors tomber par terre, rendiez-vous. Veuillez tous vous asseoir, ordonne David. Nous traversons une zone de turbulence inattendue. Vous aidez Randy à se rasseoir et vous attachez votre harnais de sécurité alors que le submersible grince et gémit tout autour de vous. « Qu'est-ce que ça dit ?» David aboie à Samuel. « Je ne sais pas encore, monsieur, répond le pilote. Le sous-marin recommence à trembler alors que les alarmes se mettent à retentir. La coque grogne, puis émet un bruit de métal qui se déchire. Une voie d'eau apparaît au beau milieu de l'habitacle. « Les instruments sont comme fous, poursuit David. Allez en croire, c'est comme si quelque chose était en train de nous écraser comme une coquille de noix. » Fronçant les sourcils, Samuel met les écouteurs pour mieux entendre ce qui se passe à l'extérieur. « Mais qu'est-ce que... » commence-t-il avant de pousser une exclamation de surprise. « Amarrez-nous, David, vite, ou on va tous y rester. Il y a quelque chose sur le sous-marin. » La coque recommence à hurler. Levant les yeux, vous la voyez se déformer au-dessus de votre tête. David pousse les commandes de propulsion au maximum et le révélation accélère brusquement. Un concert de cris retentit à l'intérieur de l'habitacle et un nouveau geyser apparaît alors que le métal se déchire. Vous allez tous mourir ici. Le sous-marin percute violemment le dock d'amarrage et se met à tourner sur lui-même tandis que sa structure agonise en hurlant sous l'effet des forces qui la broient. Soudain, votre tête heurte quelque chose et tout devient noir. Arrivée mouvementée de notre équipe. Alors on passe à la présentation. Deep Madness est un jeu de plateau d'horreur et de science-fiction plongeant 1 à 6 joueurs dans les couloirs inquiétants de la station sous-marine de Kadat. Les joueurs vont devoir coopérer en incarnant une équipe d'enquêteurs bravant l'inconnu et une terreur toujours croissante, tout en tentant de percer les mystères qui planent sur la station et de vaincre les forces inexplicables qui s'en sont emparées.
Pourquoi les communications de la base ne fonctionnent-elles plus? Qu'est-ce que les mineurs cherchaient au fond de l'océan? Et cela a-t-il un rapport avec les ennuis qui se sont abattus sur le complexe? Et pourquoi le conseil d'administration de la multinationale à qui appartient la station s'intéresse-t-il davantage à ce qui a été découvert au fond des flots qu'au sort de ses employés? Les réponses à ces questions attendent les enquêteurs à Kadat. Mais s'ils venaient à élucider ces mystères, la vérité pourrait bien mettre leur santé mentale en péril, voire la faire basculer dans la folie. En jouant à Deep Madness, vos amis et vous devrez résoudre des situations de crise, venir à bout d'aberrations cauchemardesques contrôlées par le jeu. Avant de commencer à jouer, vous devez choisir un chapitre de l'aventure. Chaque chapitre terminé vous rapprochera un peu plus de la vérité, mais aussi de la démence. Voilà, donc on est là pour mener l'enquête. Et notre arrivée, qui devait se passer de manière assez procédurière, se passe dans une panique totale, alors que notre véhicule sous-marin est malmené par on ne sait quoi. On arrive au chapitre 1. L'asphyxie rampante. Quelqu'un vous secoue légèrement l'épaule et vous en trouverez péniblement les yeux en grognant de douleur. Le docteur Félicien Armitage est en train de poser un bandage autour de votre front, l'air sévère. Vous survivrez, lâche-t-elle avec brusquerie. En vous redressant, vous réalisez que vous ne vous trouvez plus à l'intérieur du sous-marin, mais juste à côté d'un sas, et vous êtes vivant. « Ça va ?» vous demande Randy en vous touchant doucement le bras. « Le doc pense que je devrais m'en tirer, répondez-vous en faisant la moue. « Faut pas rester là, intervient Jared Drake. « Exact, confirme Samuel. « Allez, tout le monde rassemble ses affaires, il est temps d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. » Lentement, le groupe progresse à l'intérieur du complexe, après avoir récupéré tout ce qui pouvait l'être dans l'épave du Révélation. Il règne un silence presque surnaturel dans cet endroit. Vous entendiez bien quelques cliquetis ou ronronnements émis par les divers systèmes et appareils que vous croisez, mais vous ne voyez pas le moindre signe de vie, rien qui indique que quiconque habite encore ici. En revanche, il y a eu du monde dans le complexe autrefois. Partout où vous regardez, vous apercevez des traces de lutte. Tout semble indiquer que Kadat a été abandonné. Visiblement, il ne s'agit pas d'un problème technique, commente Arthur Wayland, et c'est à cet instant que vous apercevez le sang. Il y en a plein les murs, comme si un peintre dément avait cherché à réaliser une toile macabre. Vous fixez tous la scène comme hypnotisé, et la peur qui commençait à s'insinuer en vous se transforme soudain en une vive terreur qui vous comprime la poitrine et vous ronge l'âme. Drake approche du sang et le gratte du bout de l'ongle. « Il est sec depuis longtemps, conclut-il. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça fait un bail que c'est fini. » Le docteur Roman Asimov s'éclaircit la gorge. « Désolé de détourner votre attention de ce fascinant spectacle, fait-il, mais c'est moi où ça devient difficile à respirer. » Arthur se tourne vers une console murale et l'allume, puis il passe les divers paramètres en revue. « Le doc a raison, conclut-il enfin. Le taux d'oxygène de l'air ambiant est en chute libre. » Samuel prend une profonde inspiration. « Bon, très bien, décide-t-il. Revenir sur nos pas n'est pas une option, alors essayons de découvrir ce qui s'est passé ici et de réparer le système d'alimentation en oxygène avant de mourir asphyxié. Cela convient à tout le monde ? Vous hochez la tête en fermant les paupières. Allez au boulot. C'est sans doute la tension nerveuse, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander pourquoi il vous semble voir l'image d'une sphère verte tourbillonnante maintenant que vous avez les yeux fermés. Vue d'ensemble du chapitre, vos compagnons et vous êtes piégés dans une partie de la station de Kadat qui commence à manquer d'oxygène. Vous avez deux objectifs, essayer de découvrir ce qui s'est passé dans la base sous-marine et trouver le moyen de rétablir l'alimentation en oxygène avant que vous ne suffoquiez tous. Il y a non loin une salle contenant une console qui vous aidera à le faire. Mais vous ne pourrez l'atteindre que si vous parvenez à récupérer tous les indices permettant de localiser
de la localiser et certains d'entre eux se trouvent dans des endroits extrêmement dangereux. Qu'a-t-il pu bien arriver aux gens qui se trouvaient là? Et comment et qu'est-ce qui peut bien causer ces grincements et ces bruits sourds qui résonnent au bout des couloirs? Vous n'allez pas tarder à le découvrir. Voilà, donc en résumé, eh bien, on est en galère dans une station sous-marine abandonnée, maculée de sang, et qui commence à manquer d'oxygène, et sans pouvoir évacuer d'une manière que ce soit. Donc il va falloir rétablir l'oxygène et trouver pour ça les éléments nécessaires et la console de commande. On passe maintenant à la présentation des personnages. Parmi notre équipage, le premier personnage dont nous allons prendre connaissance est Arthur Wayland, donc, qui est ingénieur. Très jeune déjà, Arthur avait le don pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Né dans une famille riche, il avait des ressources quasi illimitées à sa disposition. Sa passion ne l'a jamais quitté, lui a permis de décrocher haut la main un diplôme dans l'un des meilleurs lycées du pays. Il a alors annoncé à ses parents qu'il avait l'intention de poursuivre des études en ingénierie plutôt que de prendre la direction de la grande entreprise familiale. Bien que peu étonné par son choix, ses parents ont tout de même tenté de le raisonner, mais ils ont vite changé d'avis en le voyant devenir riche et célèbre dans son domaine de prédilection. Malheureusement, son besoin viscéral de gagner et sa propension à s'écarter des règles quand cela l'arrangeait ont fini par lui nuire. Quand la presse a eu vent de ses pratiques commerciales douteuses, il n'a eu d'autre choix que de quitter sa société et de se faire discret, tout en devant faire face à de nombreux procès. C'est à ce moment-là que la corporation Leng lui a proposé un poste d'ingénieur en chef. Arthur n'a pas laissé passer cette chance. Pour l'un de ses tout premiers projets, on lui a demandé de se rendre dans une installation ayant de nombreux soucis. Ce complexe était vital pour les opérations de la multinationale qui souhaitait savoir pourquoi il ne fonctionnait pas comme prévu. Relevant le défi, Arthur est aussitôt parti pour la base sous-marine de Kadat. Voilà, donc lui il vient d'arriver, il est très sûr de lui. Donc Arthur a 8 en résistance physique et 4 en force mentale. Il dispose d'une seringue de guérison et il a, alors ça c'est le résultat pour s'échapper. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'escape. Voilà. Ensuite, on passe à Jared Drake. Alors, Jared Drake est soldat et ne regrette pas son enfance, car il sait que les regrets ne servent à rien. Son père et son frère ont disparu quand il avait 6 ans et sa mère l'a élevé seul. Chétif et timide, il était sans cesse persécuté par les plus grands jusqu'à ce qu'il commence à s'adapter. Il s'est mis à se muscler et, bien vite, les autres ont compris à qui ils avaient affaire. Jared a alors été baptisé le soldat en raison de son sens de sa stratégie, de ses dons de meneur d'hommes et de sa faculté à faire preuve de brutalité pour se débarrasser de ses ennemis. Cela n'a donc surpris personne quand il s'est engagé dans l'armée, dès qu'il eut l'âge légal pour le faire. Tout portait à croire qu'il ferait carrière, mais, blessé dans l'explosion d'une voiture piégée, il a été rendu à la vie civile. Après avoir récupéré, il a enchaîné les petits boulots de mercenaire, de garde du corps et même de tueur à gages. Entendant parler de ses talents, la corporation Leng l'a recruté comme responsable de la sécurité. Doué pour garder les secrets, il a vite gravi les échelons et, quand tout contact a été perdu avec la base sous-marine de Kadat, il a été assigné à la première équipe envoyée sur place pour 2 raisons. Protéger ses coéquipiers et, le cas échéant, les réduire au silence si la situation échappait à tout contrôle. Il n'hésitera pas un seul instant. Alors, Jared Drake a 9 en résistance physique et 4 en force mentale. Il est armé d'un pistolet. Okay. Donc, il a le pistolet et il a également une seringue de stimulant. On a également Randy Carter, qui est chercheuse.
donc une scientifique. Randy a toujours été dotée d'une grande curiosité et d'une imagination hyperactive. Toute petite déjà, elle étudiait tout ce qui lui tombait sous la main, rêvant de devenir une célèbre exploratrice. Elle adorait les mystères inexpliqués, l'archéologie et les études de phénomènes surnaturels. Malheureusement, elle était également d'une constitution fragile. Aussi passait-elle le plus clair de son temps le nez dans ses livres plutôt qu'à découvrir le monde par elle-même, se passionnant pour les écrits d'érudits spécialisés en ésotérisme, jusqu'à ce qu'elle rencontre un vieil enseignant de son université, le professeur Peasley. Ce dernier l'a pris sous son aile et, ensemble, ils ont élucidé de nombreux textes anciens, étudié de nombreux textes anciens et publié plusieurs articles que personne n'a lus, ou du moins le pensait-il. Et puis, tard un soir, Randy a reçu un coup de téléphone du professeur Peasley. Ce dernier lui a expliqué qu'il avait reçu la visite de gens de la corporation Lang qui s'intéressaient à leur travail. Il lui avait demandé de prendre part à une expédition susceptible de l'intéresser, mais il avait dû refuser en raison de son âge et de son état de santé. Il leur avait donc recommandé Randy. Entendant ces mots, la jeune femme a poussé un cri de joie, et quand les représentants de la multinationale ont frappé sa porte, elle a aussitôt accepté leur offre. Enfin, elle allait pouvoir explorer le monde comme ses héros préférés. Sauf que son histoire à elle ne serait pas une grande aventure, mais un véritable cauchemar. Randy Carter, l'exploratrice, a une lampe torche et une seringue de guérison. En poche, après le naufrage du Révélation. Et enfin, on a Felicia Armitage, qui est médecin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Randy a 7 en résistance physique et 5 en force mentale. Felicia Armitage. Felicia n'est guère appréciée, et elle en est pleinement consciente. Mais à ses yeux, le monde est trop cruel pour perdre du temps à se montrer mielleux ou gentil sans raison. Elle avait à peine 10 ans quand ses parents ont péri dans un incendie. Peu de temps après, l'assistante sociale l'a placée dans un orphelinat où elle a très vite compris qu'il lui faudrait se débrouiller par elle-même. En grandissant, elle s'est de plus en plus intéressée aux stimuli faisant réagir les gens. Se dévouant corps et âme à l'étude de la médecine, elle a été acceptée dans l'un des meilleurs hôpitaux universitaires du pays. Mais son enthousiasme est vite retombé quand ses passions ont commencé à se mélanger, devenant un seul organisme humain indissociable à ses yeux, et elle a perdu tout intérêt, non pas en la science médicale, mais en ces gens qu'elle était censée soigner. Les plaintes concernant sa froideur et son absence d'empathie se multipliant, ses employeurs et elle ont alors jugé qu'il valait mieux qu'elle s'en aille. En quittant l'hôpital, Felicia a décidé de s'éloigner des hommes, préférant se concentrer sur la biologie marine. C'est à ce moment qu'elle a été repérée par plusieurs chercheurs de la corporation Lang. Recrutée par leurs soins, elle s'est très vite montrée utile pour la multinationale, jusqu'à ce que les communications soient coupées avec la base sous-marine de Kadat. Felicia s'est alors retrouvée aux premières loges. Elle aurait mieux fait de rester à l'hôpital. Voilà, on a pris connaissance de nos 4 investigateurs. Je termine quand même par Felicia qui a 8 en résistance physique, 3 en résistance mentale, et est armée d'un scalpel et d'une seringue de sédatif. Donc chaque investigateur va démarrer avec 6 en oxygène, et également avec un petit jeton qu'on va mélanger comme ça, et qui va apporter à chaque investigateur un nombre supplémentaire d'actions, point sur lequel on va revenir lors du premier tour. Donc je vais affecter à chaque joueur un jeton, et on le révélera à son tour de jeu. On va pouvoir désormais se lancer dans la partie. On voit aussi que l'aspect narratif d'introduction est assez important, puisqu'il nous met dans l'ambiance, nous explique aussi l'environnement dans lequel on va évoluer. Par ailleurs, les auteurs ont également pris la peine de donner une petite histoire à chaque personnage pour
justifier leur présence et donner de la cohérence à l'ensemble, ce qui améliore encore l'immersion. En tout cas, moi, c'est un aspect que je retiens et qui différencie déjà Deep Madness d'un jeu comme Zombicide, par exemple, ou même comme Dulu Death May Die, où il y a beaucoup moins de narratif que ça. En tout cas, maintenant, on sait pourquoi on est là. On sait ce qu'on a à faire. Donc, il n'y a plus qu'à nous lancer dans l'exploration de cette base sous-marine de Kalat. Je vais mettre fin maintenant à ce premier épisode qui était déjà assez long. Je vous retrouve très très vite pour le premier tour de notre partie de Deep Madness. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut!